Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite bien le bonjour ou le bonsoir à votre guise. Bienvenue dans l'émission Entre nous, n'est-ce pas qu'entre nous on se dit tout? J'ai intitulé le sujet de l'émission d'aujourd'hui: quelle place occupe la science au Maroc? L'école fait-elle assez pour nourrir cet appétit scientifique? De quelle école des écoles parle-t-on? Quels obstacles rencontre-t-on dans la transmission du savoir? Que penser de la démocratisation du savoir? Être scientifique qui veut? Où en sommes-nous de la vulgarisation scientifique? Et si la curiosité était la base de tout apprentissage? Comment devenir curieux? Qu'est-ce qu'un esprit scientifique? En attendant de donner la parole à mon invité, Mariam Mansouri, jeune doctorante de 26 ans qui travaille au sein du laboratoire biotechnologie médicale au sein de la faculté de médecine de Rabat, je vous fais part de mon édito. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Pascal. Bien que l'idée soit de vous aveugler et vos oreilles déjà rabattues à l'écoute de cet aphorisme vieillot, des lumières scientifiques, de leur démocratisation, vulgarisation, ces mots drapeaux de notre temps, brandis à tout va, comme qui dirait que les mots volaient la vedette aux faits. Voyez-vous la vitesse avec laquelle l'homme peut être déréglé? Passons. Je ne puis m'empêcher, taquin et indiscipliné, d'agglutiner un frein de conscience à cette science qu'on veut immaculer. Comme je peux vous écrire, sans état d'âme aucun, que la science est conscience, loin de ce clivage où que la science chevauche la vôtre de conscience jusqu'échapper à la gravité humaine, ainsi serons-nous dépassés par notre science et par notre conscience, n'est-ce pas déjà le cas? Si tant est que la science soit maîtresse des maîtresses, que sa démocratisation, vulgarisation soit de consensus international, égalitaire, forcené, où en sommes-nous de ce nouveau paradigme? Et si à chaque fois on oubliait le nécessaire, comme en toute chose, comme une formalité à expédier, en voilà un bloc méli-mélo de science, servez-vous, ou que les premiers illuminés soient servis, les cancres pourraient toujours voir faire. N'est-ce pas qu'on nommait le principal? Pourquoi un enfant s'intéresserait-il à la science alors qu'il peut taper dans un ballon et aller se coucher? Et si on nous enseignait la curiosité? On les entend répéter: ah, tel est doué, ou encore c'est un trait inné, des déterminismes qui nous perdent. Attention, car on pourrait retourner votre existentialisme contre vous, vous opposer à un essentialisme, à votre scientifisme. Vous parlez d'épigénétique. Oui, les fatalistes sont autant infatigables qu'ils sentent paresseux. Dans ce cas, rétorquez vite qu'au moins l'un des ancêtres a fait l'effort, que cet enfant, petit monstre, fait d'avec les regrets parentaux, puisse améliorer les gènes futurs. Aimer le savoir, ça s'apprend. Et quand bien même mon allégation serait fausse, je veux la croire vraie. N'est-ce pas que, quand on a la foi, on peut se passer de la vérité? Je ne dis pas que toutes nos jeunes pousses doivent se muer en scientifiques patentés, teintés de fanatisme, mais que la science adopte un habit moins monstrueux, peut-être. Mariam Mansouri, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bienvenue dans les locaux de l'Opinion des jeunes. Donc avant de nous ruer sur les grandes lignes de l'émission, je vais vous demander une petite présentation pour nos auditeurs auditrices. Donc, brièvement, je suis Mansouri Mariam, une doctorante au laboratoire de biotechnologie médicale au sein de la faculté de médecine de pharmacie à Rabat. Premièrement, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Ça me fait beaucoup, un très honneur d'être avec vous. Et voilà. Eh bien, c'est tout pour une présentation. C'est bref et précis et c'est scientifique, comme vous aimez le faire, vous, les scientifiques. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès de... C'est pas la première fois que je fais des éditos littéraires, mais je sais que des fois, quand j'ai face à moi un scientifique, je pousse un peu le bouchon un peu plus loin pour l'énerver, entre guillemets, parce que je sais que les scientifiques n'aiment pas beaucoup les littéraires et vice-versa, peut-être. Et c'est rare que d'avoir quelqu'un qui a une double casquette, et scientifique et littéraire. On va revenir sur ça plus tard. Alors, la première question, toute simple. Alors, bien sûr, on ne va pas se lancer dans des débats de définition et vous demander à vous de nous définir ce qu'est la science, car je sais que vous n'allez pas vous arrêter en chemin. Et je préfère laisser cette question de côté. Je préfère, et peut-être que vous allez me concéder, faire à ce que, on cantonne ensemble la science, une espèce d'expérimentation, quelque chose qui est valide par l'œil nu, ou bien on ira jusqu'au microscope, etc. C'est à vous de me le dire. Mais la science au Maroc, alors,
Moi, pour vous faire la confidence, quand j'écrivais mon édito, j'avais opposé les deux, puis je me suis abstenu pour faire un peu preuve de tempérance. Je dis, est-ce que la science et le Maroc font deux? Bon, c'est un peu extrême, je l'avoue, et je ne m'en excuse pas pour autant. Je pense avoir le courage de mes opinions. Mais quand on parle science et Maroc, est-ce que vous pensez que la science, parce que j'estime en vous quelqu'un qui se défend bec et angle pour que la science soit hissée au haut de nos espérances peut-être et de notre estime. Alors, est-ce que vous pensez que la science, sincèrement, sans langue de bois, car entre nous on se dit tout, est-ce que vous pensez que la science a la place qu'elle mérite au Maroc? Bon, écoute, la place qu'occupe la science au Maroc ou ailleurs est déterminée par l'enveloppe financière allouée à ce secteur. Donc, au Maroc, on sait très bien que l'enveloppe financière qui est allouée à ce secteur, elle est de 0,73%, alors que dans les autres pays européens, ça dépasse 2%. En Israël, c'est à 40%. Et donc, c'est vraiment Dites-le, c'est une catastrophe. une catastrophe, oui. Donc, bon, personnellement, je vois que le domaine de la recherche scientifique va être bien placé au Maroc si on est bien placé et bien encadré, un encadrement gouvernemental financièrement parlant. D'accord, très bien. Je ne croyais pas que vous allez aller si vite, parce que ce raccourci ou bien ce court-circuit argent et science m'a paru un peu rapide, mais j'estime votre réponse parce que vous faites bien de donner le chiffre de 0,73% du PIB. Moi, je n'ai pas le même parce que il m'est déjà arrivé de recevoir la même personne qui était en face de moi quand vous l'êtes aujourd'hui. C'était un docteur-chercheur en intelligence artificielle et en reconnaissance faciale 3D, si ma mémoire est bonne, et qui m'avait fait part justement de ce chiffre catastrophique, et n'ayant pas peur des mots, qui est à m'en souvenir de 0,2% plutôt que 0,73. Je vois que vous êtes un peu plus optimiste que moi, ou bien peut-être plus réaliste. Ben, c'est le chiffre qui est sur les papiers. Sur les papiers. D'accord. Je vois à travers la réponse que vous avez livrée, je ne dirais pas qu'elle soit partiale ou biaisée, ou bien je dirais tout simplement qu'elle répond à quelque chose qui vous travaille au fond, parce que moi, quand j'ai posé la question, ce qui est de la science au Maroc, je n'ai pas voulu, à premier abord, mêler la politique ou bien la politique gouvernementale à tout cela. Avec, vous avez parlé d'enveloppe financière, bien sûr, il faut de l'argent pour avancer les choses. Mais moi, je suis parti du constat terre à terre, où je voulais partir à un stade primaire. Qu'est-ce que la science représente pour le Marocain ou bien pour le Maroc ou bien sûr, vous avez été plus spécifique parce que c'est là où, pour vous, le bas blesse. Alors, donc, pour moi, la science, c'est la clé de tout. Donc, c'est la clé qui va nous mener pour faire un pas pour sortir des pays sous-développés, bien sûr. D'accord. Et c'est-à-dire que pour vous, je comprends que bon, l'enveloppe, elle n'est pas suffisante et que pour mener à bien les recherches qui sont faites par de jeunes comme vous, que j'estime patriotes dans l'âme et qui veulent concourir à cette marche du monde et faire avancer le pays sur une base nouvelle et sur une base solide. Mais mis à part la politique gouvernementale, nous allons y revenir. Est-ce que vous pensez que le Marocain, plutôt que le Maroc, nous allons, vous et moi, tenter une approche plutôt individualiste, est-ce que le Marocain, je dirais pas quand même lambda, puisque c'est exagéré un peu la donne, mais est-ce que le Marocain, sentez-vous qu'il a une espèce d'attraction, plutôt répulsion pour la science? Est-ce que la science parle aux Marocains ou pas? Donc, ce que je peux dire, c'est que la science, c'est une discipline qu'on doit la semer dès l'enfance. Donc, on ne peut pas dire que voilà, le peuple marocain ou bien le peuple canadien ou je ne sais pas quoi, il est doté, par exemple, par la science. D'accord, c'est-à-dire que pour vous, la science n'est pas une chose innée, c'est une chose qu'on apprend. On n'est pas scientifique, on le devient. Bien sûr, on est toujours comme une page blanche et bien sûr c'est la société qui écrit tout.
D'accord. C'est pour ça que j'ai fait, moi, un petit à côté de mon édito vers la fin. J'ai opposé l'existentialisme dans le sens où on existe, après on interagit avec notre environnement, après on devient ce qu'on est, ou bien ce qu'on était, contre l'essentialisme, c'est-à-dire qu'on est né avec des capacités innées, on est doué, on a des traits innés. Oui, Mais bien sûr. je vous ai taquiné un peu pour ce qui est de l'épigénétique, parce que, bon, il y a le fameux fatalisme ou bien déterminisme, mais il y a un fatalisme, si je peux l'appeler comme ça, scientifique, dans le sens où si on a un ancêtre qui avait peut-être une inclination pour la science ou bien pour la littérature, il se peut que cela soit calqué dans nos gènes et que cela arrive jusqu'à nous et qu'on l'hérite. Oui, que, bien sûr. Il y a des, voilà, je nie pas on ne peut pas nier qu'il y a des capacités innées, mais ça se développe. Ça se développe, mais avouez bien que sûr. celui qui a hérité quand même à travers ses gènes une inclination scientifique, il a reçu un cadeau du ciel quelque plus part. chanceux. Il est plus chanceux, plus. D'accord, c'est pas si juste que ça. Ouais. Et donc là, je vais rejoindre votre question parce que vous faites bien de me devancer dans les questions que j'ai à vous poser. Quand vous avez dit que c'est une approche plutôt individualiste et que ça dépend de l'individu, qu'on ne peut pas parler comme ça en vrac ou bien parler de tel pays face à un autre. Vous avez cité par exemple le Canada et puis le Maroc. Et puis je reviens à une chose, un petit à côté, quand vous avez parlé du PIB, Israël par exemple, c'est 40% du PIB, etc. Ou bien vous avez cité un autre pays dont je ne retiens pas vraiment le nom. C'est-à-dire que nous, le 0,73 ou le 0,2, c'est peu, bien sûr, par rapport à notre PIB, tout en sachant que le PIB des autres pays est supérieur au nôtre, alors qu'ils ont un plus grand pourcentage. Ça, Ouais, c'est juste bien un... sûr. Donc, pour ce qui est de l'approche, c'est-à-dire pour ce qui est, vous avez insisté sur le fait de comment distiller, inoculer une culture scientifique à nos jeunes pousses ou à nos enfants. Et là, bien sûr, vous faites référence à l'école, c'est-à-dire c'est là où on apprend généralement. On va revenir, parce que on va revenir au travail associatif que vous faites, Ouais. etc. Mais là, je pense que c'est l'école qui est concernée, c'est-à-dire que si on part sur une bonne base, Ouais, c'est bien que sûr. voilà, on va avoir cet appétit scientifique, etc. Peut-être on va devenir après Planck ou Einstein ou pourquoi pas. Allez-y, dites-moi, est-ce que vous pensez que l'école ne fait pas assez pour nourrir Oui, mais tardivement. Parce que l'esprit scientifique se nourrit à un âge précoce. Par exemple, dans le secteur des études au Maroc, l'orientation se fait au niveau scolaire lycéen, alors que c'est très très tardif. D'accord. Alors là, on va tomber dans l'obligation qui mène à une illusion de choix et pas vraiment un choix libre. Mhm. C'est-à-dire que pour vous, cette inoculation de l'intérêt et de la curiosité scientifique, ce doit être prise en charge bien avant que d'arriver au Oui, stade bien sûr, lycée. et je parle de l'orientation. Donc, l'élève doit être orienté dès l'âge précoce, dès l'enfance. Et parce que là aussi, l'orientation, elle est mal faite. Au Maroc, on ne peut pas nier qu'on a 3, 4 métiers qui sont valorisés. On te dit, voilà, soit tu sois médecin, architecte, ingénieur pour que tu sois valorisé et que tu aies une valeur ajoutée dans la société. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a des métiers, il y a un artiste, un peintre, un comédien, un scientifique, Il faut de tout pour un faire une société. chercheur. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que là, c'est une autre problématique que vous venez de soulever, c'est-à-dire que les gens choisissent ou tablent sur telle ou telle discipline pour s'en sortir financièrement, plutôt, Bien ou sûr. bien pour être valorisé aux yeux de l'autre Bien que sûr. par passion. Et puis j'allais vous reprendre sur un petit point, c'est-à-dire qu'on sait tous que ce que racontent les psychologues à 6 ans, notre personnalité elle est fixée, etc. Quand vous dites que c'est bien tardif pour le lycée que de choisir telle ou telle orientation, moi je dis que ça veut dire que ça doit être... je ne sais pas si on a la même proportion du retard ou bien le même sentiment du retard, vous et moi, mais que quand on fait un parallèle entre les 6 ans où tout est fixé, bon, ça reste sujet à débat bien sûr, et l'âge lycéen qui est de 16 ans peut-être, c'est-à-dire selon vous, à quel âge se doit être inculqué ce plaisir de baigner dans la science ou... À l'âge de l'enfance, à partir du primaire, bien sûr. Parce qu'à partir du primaire, on peut voir
notre enfant, il est doué par quoi, il sait faire quoi, il veut faire quoi. Et c'est là qu'on sème l'esprit scientifique dont on va revenir ultérieurement. D'accord, mais moi je vais te poser encore une question plus personnelle. Vous, maintenant qui êtes intéressé, vous trouvez dans la science, c'est là où vous vous sentez évoluer le mieux. Dites-nous comment ça a commencé chez vous, ce germe ou bien cet embryon scientifique. Là, j'essaie d'user d'un vocabulaire un peu autre, vous les biologistes, parce que c'est cela votre formation. Vous pouvez vous le dire à nos auditeurs. Dites-nous comment ça a commencé chez vous, là, ce plaisir d'aimer la science. Peut-être ce vouloir de sauver le monde. Quand j'étais petite, c'était mon rêve d'enfance d'être un médecin. Donc c'était le rêve. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui a rêvé autant que moi d'être médecin. Mais malheureusement, je n'ai pas pu intégrer la faculté de médecine l'année où j'ai obtenu mon baccalauréat. Mais après, j'ai intégré la faculté des sciences. J'ai fait une licence en biologie et santé. Et c'est là que j'ai aimé la biologie, la science de la vie, parce que c'est quelque chose qui est vraiment concrète. On ne parle pas d'abstrait. C'est quelque chose qui est concrète. Donc j'ai aimé la science. J'ai essayé de me poser beaucoup de questions, d'essayer de répondre. Je ne me limite pas dans les cours que me donnent les profs, j'essaie toujours de chercher. Et donc, après, j'ai eu ma licence en biologie et santé. J'ai passé beaucoup d'entretiens pour le master. Et enfin, j'ai réussi à avoir intégré le master de BioNTech à la faculté de médecine et de pharmacie. Et là, c'était un très grand pas. Pour toutes moi. mes félicitations. Alors, Merci. si tant est que vous ayez un message adressé à notre jeunesse, c'est celui de la persévérance, ne pas laisser tomber. C'est-à-dire la réussite, elle est faite d'échecs. Ouais. C'est d'être patient, d'être persévérant, de ne pas laisser les échecs. Si on veut aller à quelque part, on va tomber, on va trouver beaucoup d'obstacles, de difficultés, mais il faut toujours mettre un objectif devant vous et vous allez l'atteindre si vous avez bien sûr les capacités qui vont avec. Persévérance. Oui. Très bien, parfait. Alors, vous faites bien de parler, de confirmer la définition sur laquelle je me suis hasardé au tout début quand j'ai fait un raccourci c'est même pas un raccourci, quand j'ai accolé le mot d'expérimentation à la science, et vous avez dit que la biologie, c'est vrai et que c'est concret, et que c'est cela qui vous a mené sur le chemin où vous êtes en train d'évoluer, que votre première... Alors, je peux toujours vous poser 1000 questions et vous dire pourquoi vous avez abandonné le rêve en chemin de devenir médecin. Alors, je ne sais quelle réponse vous allez me livrer, mais dites-moi, parce que je dis ça à propos. Pourquoi ? Parce que quand vous avez dit que, comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon édito, l'objectif c'est pas à ce que toutes nos jeunes pousses ou tous nos jeunes enfants marocains puissent être muets en scientifique ou bien en toute autre chose. C'est-à-dire que vous avez cité qu'on peut être peintre, artiste, ingénieur, machin, et que vous avez bouclé la boucle par scientifique, qui est votre métier à vous. C'est-à-dire que pour vous, le scientifique maintenant, à vos yeux, il est bien mieux que ce médecin auquel vous voulez atteindre au tout début. Ne me créez pas des problèmes avec les médecins, j'ai des amis médecins. C'est presque l'objectif de l'émission. Non, je plaisante. Mais ce que je vais dire, c'est que le scientifique, c'est la clé. C'est la clé de tout. Parce que avec les recherches qu'on mène, nous, avec les résultats qu'on trouve... c'est la base de travail d'un médecin. C'est la base de travail d'un médecin, bien sûr. Ben voilà. Parce que là, ce qu'on fait, nous, c'est de trouver comment diagnostiquer un syndrome, une maladie, trouver les médicaments qu'on peut donner. D'accord. Donc, en copie de vous, en gros. Donc, non, je te donne un simple exemple. Vous connaissez tous la tuberculose, par exemple. Donc, la tuberculose, d'ici 4 ans, 5 ans, les médicaments ne seront plus... disponibles. Non, c'est pas disponible, ne seront plus efficaces.
Et là, c'est le travail du scientifique. Il doit trouver des médicaments antituberculeux dont le plus tôt possible. Et Là, je vais vous surprendre parce que je sais très bien pourquoi vous parlez de tuberculose, parce que pour ce qui est de votre spécialité, si je retiens bien la terminologie, hyper-IgE, et c'est oui. parmi les conséquences de gens qui souffrent de telle insuffisance qui donnent soit des réactions cutanées, soit entre autres, la tuberculose, si ma mémoire est bonne. Donc voilà. Alors, si vous pouvez parler de votre spécialité à nous. Donc, je chers travaille auditeurs. sur les hyper-IgE. C'est un syndrome, c'est une immunodéficience primaire et donc qui est caractérisée par un enchaînement de signes cliniques qu'on peut les dire brièvement, des abcès cutanés, des dermatites atopiques, des infections bactériennes et virales. Et voilà, donc tout simplement Vous pour savez, ne pas donner beaucoup de détails. Pour ne pas effrayer nos auditeurs. Alors, vous savez qu'est-ce que j'allais leur dire? Regardez comment les scientifiques ont des terminologies qui sont difficiles déjà à la prononciation, mais de là à la compréhension, il faut y aller. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir un esprit brillant, n'est-ce pas? Mais Alors, maintenant, maintenant que vous avez je propose qu'avec Corona, on a eu un peu de vulgarisation. Maintenant, tout le monde connaît ce que ça veut dire une mutation. Donc oui. là, la maladie dont je traite, elle est due à beaucoup de mutations dans un gène qui est nommé STAT3. Pire que ça, tout le monde est scientifique maintenant. Alors, un peu de rire, mais maintenant que je vais sauter directement à la dernière question que j'ai préparée pour vous, qui est de l'esprit scientifique. Parce que quand vous avez parlé de science, j'ai senti en vous un peu d'humilité, que j'ai senti en vous comme si le scientifique avait lui aussi son lot d'échecs. C'est-à-dire que la science telle qu'elle est vue par nous peut-être païens, ou bien nous qui ne sommes pas dans le bain comme vous, que la science soit cette immaculée, comme je l'ai décrit dans mon édito, ou bien comme étant une science de l'absolu qui ne se trompe pas. Alors, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que hier j'ai traversé un entretien qui avait été donné par Michel Onfray à Pauline de Malherbe sur BFM TV, qui parlait du professeur Raoult, bien sûr, alors que vous parlez du Covid, et qu'il disait qu'il a noué une espèce d'estime et d'amitié avec cette personne jusqu'à ce qu'il ait lu 100 livres. Et là, bien sûr, il y a eu une chute. Bien qu'il lui garde son amitié, mais ça c'était pour la présentation, et ça c'était pour garder la devanture. On est dans une télé. Et ce qu'il lui reprochait justement, c'est le fait de ne pas avoir avoué le fait de s'être trompé. Je sais que j'ai fait une longue phrase, mais tout simplement, quand on se trompe pour un scientifique, peut-être que les scientifiques généralement ont un ego surdimensionné, vous nous le direz, mais ce que j'ai vu en vous, une espèce d'humilité, pour vous, un scientifique, quand il se trompe, il dit voilà, je me suis trompé, parce que il faut vérifier chez les gens cette perception de la science comme étant on peut échouer peut-être à plusieurs reprises avant d'atteindre le résultat escompté, ou bien ce même résultat peut être contesté, comme on a vu avec le Covid. On a eu une culture, comme vous avez dit, une vulgarisation scientifique, des choses quand même un peu poussées. Alors, quelles sont les caractéristiques ou bien les traits que doit avoir un scientifique? Bon, voilà. Donc, l'esprit scientifique, il se caractérise par le fait d'avoir un besoin pour apaiser à la soif de la compréhension, de la découverte et d'apprentissage, bien sûr. Donc, un scientifique, il commence toujours par poser la question scientifique. Donc, par poser la question scientifique qui émerge du besoin de la compréhension de l'inconnu. Donc, il pose des hypothèses, bien sûr. Et par la suite, il va mener une panoplie d'expérimentations qui vont lui permettre d'avoir une réponse à la dite hypothèse. C'est-à-dire, si je comprends bien, un scientifique, il peut se tromper beaucoup plus de fois qu'il ne réussit. Bien sûr, parce on mène beaucoup d'expérimentations, et là, pour confirmer l'hypothèse qu'on a posée en premier lieu. Donc, pour confirmer cette hypothèse, on doit faire l'expérience la première fois, et on peut réussir comme on peut échouer. Et la deuxième, la troisième et la énième fois,
et on peut réussir vers la fin. Et on peut réussir dès la première fois. On peut avoir sa chance de débutant ou on peut être né sous un jour chanceux. Mais je me rappelle quand je vous avais parlé la dernière fois, dans le cadre de la préparation de cette émission, c'est comme si j'ai pressenti en vous une espèce de plaisir de se tromper indéfiniment avant que d'arriver. Ah non. Non. Bon, peut-être c'est pour dire qu'il m'arrive aussi de me tromper comme un scientifique, même si je ne le suis pas. Alors, on va se fâcher avec l'école, on va se mettre l'école à dos après que nous étions mis les médecins à dos. Je prends tout sur moi, ça ne me dérange pas. Alors pour l'école, nourrir cet appétit scientifique dès le jeune âge, avec les moyens qu'il faut, peut-être la vulgarisation. Et puis pour que la question qui vient puisse avoir plus de sens, je rappelle, ou bien j'annonce à nos auditeurs et auditrices que vous faites également partie d'une association qui œuvre dans le cadre de la vulgarisation du savoir, les petits débrouillards, si je ne me trompe pas. Alors, je vais vous demander un petit aperçu pour le travail que fait cette association et votre rôle dans cette association. Avant que... Donc voilà, je suis un membre de l'association marocaine des petits débrouillards. Je suis une animatrice. Ce qu'on fait, notre objectif principal, c'est la vulgarisation de la science pour les petits. Et donc, ce qu'on fait, c'est on organise des ateliers scientifiques, purement scientifiques, dans plusieurs disciplines, l'astronomie, la biologie, la géologie, etc. Donc, ces ateliers, on les anime dans les écoles de mission, les écoles publiques et privées, dans les plages, ça s'appelle les plages propres, dans l'été. Et voilà. D'accord. Et ça se fait à une fréquence déterminée ou selon le besoin, les saisons, le besoin. D'accord, etc. très bien. C'est-à-dire que pour se présenter, il suffit d'être un amateur de sciences ou bien il faut quand même avoir, ce s'en est, un diplôme scientifique pour pouvoir vulgariser la science. Comment ça se passe? Si quelqu'un veut faire partie de l'association, si jamais si on a. Bien sûr. Est-ce qu'il suffit d'aimer la science ou bien il faut avoir des diplômes, tout simplement? Mais il faut aimer la science. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, bien sûr, il faut être... ouais. D'accord, parfait. Alors, vous faites bien parce que vous préparez ma question qui suit. Quand vous avez dit que vous faites de la vulgarisation, bien de la démocratisation du savoir scientifique, et pour les écoles publiques et pour les écoles privées, pour les missions, vous faites bien de faire cette distinction parce que c'est de là où est partie ma question, justement, quand j'ai dit, et là ça va avoir plus de sens, de quelle école des écoles parle-t-on? Alors je vais vous demander, vous, autant qu'animatrice, ou bien en tant qu'adoratrice du savoir scientifique et que œuvrant pour l'éveil de nos jeunes enfants marocains, et je ne sais pas pourquoi, quand on a parlé des petits débrouillards, je me suis rappelé de l'émission qui passait sur l'antenne 2, C'est pas sorcier. Ça. Et c'est comme si l'idée me venait que, quelque part, le travail qui n'est pas fait par les écoles est comblé, et bien colmaté, bricolé par celui des associations ou bien des chaînes. Bon, il y en a plus aujourd'hui qu'avant, mais déjà avant, comme je vous ai dit, le fameux C'est pas sorcier. Alors, je peux vous demander pourquoi vous avez fait ces distinctions, d'abord, entre vous auriez pu, par exemple, mettre sous le même parapluie une vulgarisation scientifique pour les écoles, tout court. Mais je sais bien qu'il doit y avoir une raison derrière. Pourquoi, quand vous distinguez l'école publique, l'école privée peut-être, et la mission française. Donc voilà, on a beaucoup de questions. On va répondre un peu. D'accord, donc la première chose... les écoles, pourquoi j'ai fait ces distinctions? Bien évidemment parce qu'il y a il y a deux grandes catégories. Il y a la catégorie des écoles de mission qui sont sur un rive, et les écoles publiques et privées sur un autre rive. On ne compare pas l'incomparable. Moi, j'ai travaillé au sein des deux catégories et je sais très bien, j'ai remarqué une large différence. Donc, une différence en termes de formation, en termes d'information, en termes d'enseignement, en termes des enseignants et en termes des élèves. Parce que là, j'ai préparé, je te donne un simple exemple, j'ai préparé le même atelier, les mêmes expériences et le même cours.
Et donc là, j'ai trouvé beaucoup de différences. Différences en termes des élèves, comment ils comprennent, comment ils réagissent, ils interagissent avec toi comme animatrice, comment ils posent la question, comment ils posent une hypothèse. Et donc, il y a une grande différence. C'est-à-dire, de par votre travail associatif, vous avez pu jeter un coup de projecteur et de lumière sur... Et je pense que vous, autant que Marocain patriote, autant que moi, ça vous fait mal au cœur qu'on ne puisse pas avoir... C'est-à-dire, on a beau crier sur les toits cette fameuse démocratisation du savoir, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Il faut des prérequis. C'est-à-dire, vous avez beau avoir une bonne volonté, vous réveiller peut-être un bon matin, dimanche, comme ce matin-là, et aller comme ça, je ne dirais pas déverser, mais partager le savoir dont vous êtes... qui est votre acquis, et que de voir que les gens ou bien les jeunes enfants ne sont pas réceptifs de la même manière, peut-être leur manque d'interaction ou bien leur léthargie, peut-être le mot est un peu exagéré, vous ennuie peut-être parce que vous êtes humaine et que vous voyez que c'est un coup d'épée dans l'eau et que... Alors, mais je pense que vous n'êtes pas arrêté à ce constat et que vous avez essayé de creuser un peu plus en avant pour savoir qu'est-ce qui fait qu'un jeune d'une mission, bien d'une école privée ou comparativement à celui d'une école publique ou autre, bien sûr nous ne généralisons pas, mais nous partons de votre échantillon et nous essayons, nous, peut-être de mettre sur pied des statistiques un peu à notre niveau à nous. Mais bien sûr, vous êtes posé des questions. Pourquoi tel est éveillé et est un dégourdi alors que l'autre la chose scientifique ne lui parle pas, en gros. Donc là, on peut parler de difficultés, on peut parler de l'enseignement et de la méthodologie pédagogique. Donc, parce que je pense que sans faire sans aucune arrière-pensée et sans essayer de dévaloriser personne, parce que j'étais à la faculté des sciences et donc j'ai eu ma licence et je sais bien qu'un licencié à la faculté des sciences, je ne parle pas de tout le monde, mais la majorité n'est plus capable d'enseigner, de donner une information. Parce que, à mon avis, un enseignant, c'est pas une personne qui vient pour préparer un cours, le donner, le présenter devant les élèves, préparer un examen, faire passer, avoir des notes et avoir un bulletin de notes vers la fin. C'est pas ça l'enseignement, c'est tout un ensemble de pédagogie, c'est leur enseigner un savoir-faire, un savoir-être, c'est leur faire aimer de la matière. Parce que vraiment, ça fait mal au cœur de voir un étudiant, un élève du primaire qui vient à l'école en pleurant. C'est vraiment triste. Ça doit être une place dont il vient en criant, en hurlant de joie. Mais ce n'est pas le cas. Donc, quand on voit un enfant qui vient en pleurant à l'école, ça fait vraiment mal au cœur. Donc, ce n'est pas un endroit où il est à l'aise, où il trouve tout ce qu'il veut. D'accord. Donc, si tant est que je puisse restituer un peu votre pensée, c'est que nous sommes quelque part dans un enseignement de venture et de façade et qu'on fait les choses pour, comme j'ai dit, expédier les formalités, qu'on ne s'intéresse pas au fond. Mais je redis que je ne généralise pas. Bien sûr, il y a bien sûr ça, je les déjà enseignants dit. On est bien protégé de ce côté-là. Alors, comme on a parlé d'individualisme au début, alors pour ce qui est de ma première question, quand j'ai essayé de situer un peu mieux le débat, pour ce qui est de la science, quand vous avez parlé d'enveloppe budgétaire, moi j'ai parlé de cet appétit tout court scientifique d'un jeune Marocain lambda ou autre. Alors, de même, peut-être que l'éducation, puisqu'on en a parlé, qu'elle n'est qu'une formalité, peut-être, et ce n'est pas exagéré de beaucoup que de le dire, peut-être qu'on doit adopter cette approche individualiste du moment, parce que quand vous avez dit qu'un enfant arrive à l'école en pleurant alors que c'est bel et bien là l'espace où il est amené à connaître une société miniature, si j'ose dire, interagir avec ses prochains, avoir un savoir qui l'aidera dans son parcours à venir, etc. Donc,
on doit se recentrer sur l'individu, sur ce qu'est peut-être un enfant, sur ce que sont ses penchants. Bien, plus important que ça, quand vous avez parlé de pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut avoir des gens, et on a déjà effleuré, vous et moi, ça tout à l'heure, c'est-à-dire il ne suffit pas d'être passionné, c'est pour ça que j'ai posé la question du diplôme, et même plus, vous êtes allé jusqu'à évoquer un troisième point qui est la pédagogie. C'est pas parce qu'on sait une chose qu'on est apte à la communiquer aux autres. Et c'est pas à vous que j'apprendrai ça, puisque pour les ateliers que vous organisez, etc. Donc il faut, on revient toujours au même problème, hein, c'est l'école, et puis on peut parler du nouveau modèle de développement qui est bien sûr pointé, qui a glosé ça avec un double trait ou triple trait rouge de l'école qui va pas bien, quand on a par exemple les 3/4 de nos jeunes enfants arrivés à 15 ans qui ont des problèmes rudimentaires, qui ont des problèmes de lecture ou bien de simples problèmes de base mathématique. Alors, moi je me pose toujours une question toute bête, hein, parce que j'essaie d'adopter le plus qu'il faut un esprit russe qui va de terre à terre et puis qui s'élève dans le ciel après, mais si ces gens-là ne sont pas aptes pour passer au niveau second ou suivant, ben, il faut leur faire retaper, passez-moi l'expression, l'année, tout simplement, jusqu'à ce qu'ils aient assimilé la base de ce qui suit, quand même. C'est pas monstre. Personne ne va réussir. Que personne ne réussisse. Et que, justement, là, je vois que dernièrement, nos bacheliers, nos jeunes sont en train de passer leur bac. Franchement, quand je vois quelques-uns de nos bacheliers se faire interviewer et que par le niveau bas, et voilà, qui dit ça avec un cran élevé, qu'en vous regardant droit dans les yeux, qui font preuve de tricherie et d'autres, ben, je me dis qu'il fallait, pour les aider, pour aider notre société afin qu'elle aille mieux. C'est pour leur bien. Bien sûr que c'est pour leur bien, et c'est pour le nôtre aussi. Un diplôme parce que le bac aujourd'hui, il n'est plus valorisé, ça vaut plus rien. Bon voilà, on a fait on a tapé une petite colère. On va passer à la question qui suit. Vous avez parlé de vulgarisation. Je pense que pour ce qui est des obstacles dans la transmission du savoir, bien sûr, j'imagine que ça va de soi quand vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas réceptif, qui n'est pas éveillé, qui n'a pas ce goût de l'interaction, qui n'a pas, qui s'ennuie, en gros. Il y a une difficulté dans la transmission du savoir et c'est parmi les obstacles. Si vous voulez rajouter d'autres obstacles que vous avez rencontrés, vous, en tant qu'animatrice, dans la transmission du savoir. Donc, généralement, entre ce qu'on pense, ce qu'on veut dire, ce qu'on dit et ce qu'on croit dire et ce que l'interlocuteur comprend, il y a toujours des difficultés à... Ça, c'est très philosophique, ça. Mais c'est très vrai. Il y a toujours des difficultés qu'on ait à communiquer. Donc, pour qu'on soit clair et net, dans notre société, notre culture marocaine, elle est basée sur les réponses qui sont prêtes et certaines. Et ces réponses prêtes et certaines, ils tuent l'élément question et l'élément doute. Et ceci, bien sûr, ultérieurement, va influencer l'esprit scientifique, va tuer, va anéantir l'élément de l'esprit scientifique. Je te donne un simple exemple. Par exemple, un petit, il vient, tu poses la question, papa, maman ou bien à l'enseignant, pourquoi la pluie n'est pas tombée? Donc la réponse qui va être simple, prête et certaine, parce que Dieu ne veut pas. Ce qui n'est pas scientifique. Alors qu'un scientifique, on ne va pas dire un Européen, un scientifique, il va dire voilà, il y a un cycle d'eau, il y a plusieurs étapes, la pluie n'est pas tombée parce qu'il y a une faille dans une des étapes données. Et voilà, ici, on aura un enfant qui sait comment poser la question. On doit semer, on doit éduquer nos enfants à poser la question, à poser les hypothèses, à penser logiquement, à ne pas donner des explications, des réponses qui sont prêtes et certaines sur place au champ. Donc c'est le prêt à penser, c'est les phrases toutes faites, c'est le manque de curiosité, de doute et de la formulation des hypothèses. Ça, c'est l'obstacle primordial. On a d'autres obstacles. Je te donne un autre exemple. Au collège,
dans les séances de cours de sciences de vie et de terre, de physique, chimie, on a toujours besoin des expériences. Donc, le manque de matériel et de produits en termes de TP, de travaux pratiques, il donne immédiatement que les élèves vont profiter d'une séance théorique seulement. Donc, des produits qui sont simples, l'HCl, l'NaCl, des produits simples, chimiques, commercialisés, très commercialisés au Maroc. On peut les trouver partout, mais on ne les trouve pas dans les laboratoires, les petits laboratoires des écoles. Donc là, l'élève va travailler et va prendre un cours qui est scientifique et va le prendre théoriquement. C'est pas ça la science. C'est de manipuler, c'est d'observer, c'est de voir, c'est de poser des hypothèses et dire par la suite, voilà les résultats que j'ai eus. Ça confirme l'hypothèse. Est-ce que l'hypothèse que j'ai posée, elle est bonne, elle est médiocre, elle est fausse? Et avoir des résultats par la suite. Là me vient à l'esprit que le problème est beaucoup plus grave. Je reviens toujours au fait qu'au début, quand je vous ai posé la question de façon générale, la science et le marocain, est-ce qu'ils font un ensemble peut-être homogène ou hétéroclite, et que vous avez parlé d'enveloppe budgétaire eu égard à la recherche scientifique, là c'est encore plus grave parce que vous dites que des jeunes enfants primaires et autres collèges, peut-être j'estime, qui n'ont pas, c'est toujours une question de moyens que de ne pas avoir le minimum de matériel afin que de devoir valider une expérience, parce que c'est c'est de ça qu'on parle quand on parle science. La science c'est l'expérimentation, c'est le fait de pouvoir justement observer ce dont on et bien est évidemment en train des expériences qui sont très simples, qu'on doit les avoir en primaire. Et c'est ça la grande différence, que ces expériences, on peut les avoir en CP dans les classes de mission. D'accord. Et là, vous soulevez chez moi une autre problématique pour ce qui est de la transmission du savoir. J'ai bien fait de m'y arrêter parce que j'allais zapper cette question, sous-entendu qu'on a déjà traité un peu. J'ai vu que ce n'était pas en profondeur, mais qu'on a juste été de passage, effleuré la chose. Mais par exemple, pour ce qui est de la transmission du savoir, et je reviens pour ce qui est de la scission que vous avez entamée, pour ce qui est des trois catégories d'écoles, primaires, mission, non, pas primaire, école publique, mission et puis école privée. Quand vous avez soulevé cette problématique de, quand vous posez la question à un jeune enfant, pourquoi il n'a pas plu aujourd'hui, c'est que voilà, c'est le bon Dieu, tout ça. La référence religieuse, alors que la science doit agir sans a priori, avec une observation qui soit la plus objective possible. Là, je vais évoquer un autre point pour ce qui est peut-être de vos ateliers, etc. J'imagine mal, par exemple, qu'en école publique ou bien privée marocaine, je ne parle pas d'émissions françaises, on puisse parler, par exemple, de théorie d'évolution, darwinisme, de parler des australopithèques, des primates, des homo erectus, des sapiens, des cro-magnons, des néandertals. C'est-à-dire qu'il y a un blocage à ce niveau-là, et je m'en veux pour preuve, parce que j'ai navigué un peu de ce côté-là, et j'avais lu un article qui était publié, bon, je tairai la source, qui disait qui faisait ce parallèle entre la science, d'un côté, et puis les spécificités marocaines auxquelles elle devrait obéir. Est-ce que vous, autant que scientifique, ce discours-là ne vous choque pas? Est-ce que la science se doit limiter selon l'environnement où l'on opère, ou bien que l'on doit penser à une ouverture sur ce volet-là? Dites-nous tout. Donc pour moi, je vois qu'on doit bien évidemment différencier entre la science et la religion. Ce qui est religieux, ce que tu crois, c'est d'un côté. Ce que la science apporte, ce que tu cherches à travers la science, tu le laisses d'un autre côté. Donc pour le darwinisme, on peut résumer tout ce qu'on entend, parce que là les gens disent le Darwin a dit qu'on on était des singes, donc c'est pas ça ce que Darwin a dit. Darwin a dit que nous et les singes on partage le même ancêtre, on n'était pas des singes, donc voilà. Bon, ça c'est une discussion un peu poussée, là c'était un exemple parmi d'autres, c'est-à-dire le blocage par rapport à la science. Est-ce que vous avez rencontré ou bien vous vous êtes dit peut-être que pour telle mission, ou bien pour telle école, parce que c'est une mission, je peux desservir tel cours, et pour l'école publique, je ne peux pas parce que,
en face, il se peut que je sois lynché ou que je sois mal interprété. Pour toute catégorie d'école, je laisse la religion à part. Moi, je suis Non, mais il se scientifique, peut qu'il y ait je parle des objets qui fâchent, scientifique. par exemple. Donc, vous pouvez les laisser de côté, ou bien c'est-à-dire vous faites votre travail de scientifique et dites non, je vais aller jusqu'au bout, je vais expliquer les choses dont je suis convaincu ou qui Oui, sont bien sujets sûr, à hypothèse. j'explique les choses que j'ai trouvées qui sont déjà prouvées. C'est pas les choses dont j'ai convaincu. D'accord. Alors, je vais j'avoue que ça mériterait un entretien. Un entretien d'une heure ou plus, à part. Alors, je vais vous poser une question qui peut-être fâche aussi. Parce que moi, j'aime bien chercher querelle aux gens qui parlent de vulgarisation, de démocratisation. Il faut bien que je pense un peu contre vous et que je puisse me fâcher un tant soit peu avec vous. On est d'accord, bien sûr, sur un nombre de points, mais pour ce qui est de la démocratisation et de la vulgarisation, là, c'est contre l'esprit élitiste. Et que tout à l'heure, on a parlé des écoles, par exemple. Il y a eu, on a évoqué, vous et moi, cette baisse de niveau, etc., scolaire et autres. On a parlé de nos bacheliers. En France, par exemple, il y avait des classes de niveau, ça veut dire qu'on classait dès un jeune âge les gens selon leur capacité cérébrale. C'est l'orientation dont j'ai parlé. C'est cette orientation, mais ce n'est plus le cas. Depuis, il s'est avéré qu'il y a une baisse de niveau et que cette démocratisation, là où je veux mener mon propos, cette démocratisation peut porter tort à notre enseignement, à la qualité de notre enseignement et à la qualité de nos débouchés. Vulgarisation, démocratisation, c'est-à-dire on n'est plus dans l'élitisme. Ouais. C'est pour ça que j'ai posé la question ouverte. Que penser de la démocratisation du savoir? Et est-ce que être scientifique il veut? Parce qu'il y a des scientifiques qui disent non, on ne veut pas être dans la mêlée. Nous, c'est un esprit, comment dire, si tant est qu'on veut user d'une expression nietzschéenne, on n'est pas humain trop humain, on est un gai savoir, on est par-delà bien et mal, on est un esprit un peu distingué, brillant, désilluminé. On ne veut pas être confondu avec tout le monde, on ne veut pas que tout le monde ait accès au savoir. Est-ce que vous êtes est-ce que vous pouvez être dans cette philosophie-là est-ce que vous pensez que la science, même si vous faites la vulgarisation, et Dieu sait combien de fois on est contradictoire vis-à-vis de nous-mêmes, est-ce que vous pensez que la science se doit être cantonnée, confinée à une élite peut-être? Non. Vous pensez que la science c'est pour tout le monde? Donc je vais parler en premier lieu de la démocratisation. Donc oui, on aimerait bien que la science soit à la portée de tout le monde, mais de nos jours, je pense que c'est pas débordable. C'est pas abordable. Donc, pour moi, la vulgarisation de la science, c'est la clé, c'est le premier pas vers la démocratisation de la science. Et je pense qu'on est bien placé au monde par rapport à la vulgarisation de la science. Parce que, en premier lieu, je vais parler des réseaux sociaux, même si c'est une arme à double tranchant. Mais les réseaux sociaux sont arrivés à donner, maintenant tout le monde a l'accès au site web, à Google, à YouTube, et peut taper et peut avoir toutes les informations dont il a besoin. Aussi bien avec Corona, on a eu l'opportunité que beaucoup de scientifiques marocains nous parlent, nous vulgarisent. Je peux parler de mon encadrant et le directeur du laboratoire dont j'appartiens, parce que Monsieur Ibrahim Esdin, c'est vraiment un scientifique, un vrai scientifique qui peut expliquer un phénomène scientifique à un petit, une femme âgée et qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire la science, un scientifique aussi, donc à toutes les catégories. Ça d'une part. D'autre part, aussi une grande partie des facultés de médecine au Maroc, ils organisent des séminaires pour traiter des syndromes ou des maladies. Par exemple, à Marrakech, un séminaire qui traite le Parkinson. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On obtient beaucoup de patients de Parkinson avec leur famille en échange
leur histoire, leurs problématiques, et on essaie de vulgariser le syndrome, de l'expliquer d'une façon simple, avec des mots qui ne sont plus scientifiques, des mots simples, faciles à apprendre. Voilà, on divulgue la science à ces gens-là. D'accord. Ouais, et puis moi je peux toujours vous reprendre sur le fait que vous ayez dit le vrai scientifique. C'est un vrai scientifique. Peut-être qu'il y en a par opposition de faux scientifiques. Et puis ce que ça a évoqué chez moi, c'est tant qu'on parle de scientifiques et de vrais scientifiques, on ne peut pas avoir plus vrai qu'Einstein, par exemple, qui disait que tant qu'on n'arrive pas à expliquer un concept scientifique à un gamin de 6 ans, c'est qu'on ne l'a pas compris nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait ce besoin je ne dirais pas vulgariser. Vous savez pourquoi? Parce que, justement, quand j'ai parlé d'élitisme et des scientifiques, de vrais peut-être qui ont sur leur tour d'ivoire et sur leur nuage, quand ils parlent de science, quand vous leur dites la science vulgarisée, c'est comme pour eux, c'est un oxymore. C'est que pour eux, le fait de vulgariser la science est une chose vulgaire et que la science doit rester dans une espèce de forme à canon, de forme un peu, comment dire, ésotérique. Je dirais pas hermétique, c'est pas de l'alchimie, mais voilà, dans un cercle fermé mais ce que je peux vous dire, c'est que même si on va vulgariser la science, on ne va pas arriver à un stade où on peut expliquer le tout. Parce qu'il faut plus d'outils pour comprendre, au fur et à mesure qu'on avance dans la vulgarisation. Il faut beaucoup de préacquis pour vraiment donner les détails des détails de la science. On va expliquer un phénomène, un syndrome, une maladie, pour que, par exemple, comme j'ai dit, les malades de Parkinson, pour que leur famille comprenne ce que c'est la maladie et comment se comporter avec leur père ou leur maman, et donc leur donner en général. Mais en détail, on ne peut pas détailler la science pour quelqu'un qui n'a pas de préacquis. C'est pour ça que moi je dis en fin d'édito, peut-être que la science aussi se doit être pourvue d'un habit moins monstrueux, et c'est ce que vous faites. Parce que dans la vulgarisation, vous donnez cette impression que tout le monde peut s'ériger à ce niveau d'appréhender la science. C'est pas seulement la science. Par exemple, un peintre, lorsqu'il peint un tableau et il le pose devant vous, est-ce que vous allez voir la même chose? Pour le peintre, heureusement. Je comprends pas. Pour le peintre, heureusement qu'on voit pas la même chose, mais pour un scientifique, ne pas voir le même diagnostic, ça peut avoir des... oui, bien sûr. On a des médecins, mais qui ne peuvent pas diagnostiquer de la même façon, de la même manière. Un ophtalmologue ne peut pas dépister la maladie comme, par exemple, un pneumologue ou bien... Bien sûr. D'accord. Donc, je continue sur l'exemple du peintre. Moi, je vois, par exemple, il me donne un tableau, je vais voir seulement des couleurs. Mais je ne vais pas essayer d'expliquer ce que ça veut dire, la couleur blanche avec le bleu. Ça ne serait pas... C'est-à-dire qu'il y a des couches transitionnelles par lesquelles on passe et qu'on découvre un peu plus, ou au mieux, le fond des choses. Alors, je ne peux que vous remercier de votre présence. Alors, avant de clore, je vais vous demander un petit message pour les jeunes de façon générale, et puis peut-être pour nos responsables, peut-être pour nos jeunes qui veulent s'adonner à la chose scientifique. Quels conseils leur donneriez-vous? C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je peux dire, c'est essayer de vous orienter mieux, essayer de poser un objectif et de le suivre jusqu'au bout. Rien n'est possible. Comme a dit le feu roi Hassan II, il n'y a pas l'idéal, il n'y a pas le parfait. Mais il ne faut pas rester inactif devant la recherche du parfait. Donc on va chercher, on va fournir des efforts, et crois-moi que vers la fin, tu vas y arriver, tu vas atteindre ton objectif, et courage, beaucoup de persévérance. Et... Vous faites bien de parler de Sa Majesté le roi Hassan II, parce que quand il a dit justement qu'une bataille n'est pas gagnée par les plus forts, ni les plus intelligents, mais par ceux qui ne laissent jamais tomber, ou bien par ceux qui sont persévérants. Et aussi, en parlant de jeunesse, parce que je vous ai demandé de faire un message dans ce sens,
Quand Sa Majesté le roi Hassan II, on lui avait posé une question par Alain Duhamel quand il était à Paris et que on lui avait dit, j'allais dire, la vision d'une quelle jeunesse voudriez-vous pour le Maroc? Et il a répondu justement qu'il voulait une jeunesse qui soit pragmatique, qui soit capable de comprendre son époque et de saisir les opportunités. Et nous espérons, nous, vous, comme moi, comme les autres, de faire honneur justement à cette belle formule qui mérite application. Eh bien, merci pour cette belle clôture. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, Madame Mansouri. Et puis, voilà, ne me reste plus qu'à me remercier aussi, nos chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et on vous dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau sujet à traiter. Au revoir. Au revoir.